Merci au public d'être là. Deuxième édition de ce bêtisier de l'industrie 4.0. Donc on va partager avec vous des retours sur expérience. Venez vous asseoir. La fille qui vend du poisson, tu sais. Ouais, bah ça marche, il est obligé. Donc on va d'abord se présenter. Donc moi je suis Catherine Monvalo, je dirige Indusmaker, on fait de la formation et de l'acculturation pour l'industrie 4.0 et les défis environnementaux. On est juste là si vous voulez nous voir. Vas-y. Donc moi, Nathan Danous, je suis directeur technique chez Cycle. Donc je présenterai la boîte juste après. Mais voilà, on est juste derrière s'il faut. Ah oui. Alors du coup, chez Cycle, on est concepteur et intégrateur de vision industrielle. Donc très concrètement, on va déposer des caméras et des éclairages chez un client qui a une ligne de production et on va chercher à analyser 100% de sa production. Et donc pour ça, on déploie des algorithmes d'apprentissage sur les lignes de production. Et l'objectif, voilà, c'est d'aller éjecter potentiellement le produit ou discuter avec un bras robot pour aller faire une action sur la production de notre client. Merci. Donc, moi, je suis Mickaël Houdin. Je suis le directeur du pôle formation UMM de Troyes, et également le responsable de l'IoT Academy. Donc, dans l'IoT Academy, qu'est-ce qu'on y fait? On fait du conseil, de l'accompagnement. Donc, on fait aussi de la formation. Formation initiale, formation continue. Donc, du bac au bac plus 5 pour la formation en alternance. Et la formation continue à tout niveau, d'une journée de formation à 6 mois de formation. Je me suis déjà présentée parce que j'avais oublié le plan. Donc premier cas dédié à l'IA. Donc le premier cas, donc nous ça fait maintenant à peu près 5 ans qu'on va visiter les sites industriels. Le retour qu'on a souvent eu de nos clients potentiels et confirmés, c'est j'ai acheté de l'IA, maintenant c'est à vous de vous en occuper. Et en fait, ce qu'on a compris avec le temps et avec quelques soucis, on va dire, clients, c'est qu'il y a un besoin d'investissement de la part du client sur les projets IA. Alors, qu'est-ce que j'entends par ça exactement? C'est comme je vous l'ai dit au début, nous, on va chercher à développer et à déployer des algorithmes qui reposent sur de l'apprentissage. Cet apprentissage, il ne se fait pas de manière aléatoire. Il y a le besoin d'une expertise en fait, client sur les produits de celui-ci. Et en fait, tous les défauts qu'un client peut avoir sur sa ligne de production, nous, on ne les connaît pas. On n'a pas cette expertise-là, on ne travaille pas dans le domaine. On peut lui conseiller des choses sur quelle typologie choisir, sous quel groupe les rassembler. On peut faire des suggestions là-dessus. Mais à la fin de la journée, la notation qui va être effectuée sur notre algorithme pour l'apprentissage, elle doit être effectuée par le client. Et donc là, le cas très concret, on a eu le cas sur une entreprise de l'agroalimentaire, où le projet a duré vraiment plusieurs mois alors qu'il aurait pu se finaliser assez rapidement parce qu'en fait il se trouvait qu'il n'y avait aucune personne en interne sur cette entreprise qui pouvait gérer directement le projet et donc on a eu énormément de retard suite à ça. Donc vraiment le retour là-dessus c'est qu'il y a un besoin de former les gens et l'algorithme en l'occurrence et qu'il n'y a pas de solution vraiment clé en main sur les nouvelles technos qu'on a. On ne peut pas parler de vraiment on va déposer l'outil et ça va fonctionner directement. C'est vraiment des projets à intégrer qui peuvent des fois être longs en effet et il faut l'admettre et il faut mettre de côté les ressources nécessaires pour arriver à un déploiement fonctionnel en fait. Merci. Moi, je vais revenir sur un cas concret qui est arrivé dans l'Aube il y a quelques temps. Une société qui consomme énormément d'eau. Donc, tous ces process de fabrication et toutes ces installations fonctionnent avec de l'eau. Donc, ils ont voulu regarder au niveau des compteurs d'eau leur consommation. Donc, comme ils sont déjà un petit peu adeptes de l'IoT, ils se sont dit, bon, voilà, on va aller directement sur du LoRa, compteur LoRa. Donc, ils ont acheté directement, sans se soucier, sans se poser de questions, 25 compteurs LoRa à 500 € à peu près, mais pour faire une traçabilité de leur consommation d'eau au niveau de l'efficience énergétique, etc. Le seul problème qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas fait une étude de milieu avant. Donc ils se sont retrouvés face à un gros problème. Les compteurs d'eau sont en sous-sol. Donc compteur d'eau en sous-sol, le LoRa ne passait pas. C'est dommage. C'est raté, voilà, c'est raté. Donc, du coup, obligé de remettre des fils. Et après, en plus, une petite étude, ils se sont rendus compte qu'ils étaient câblés en sous-sol sur Ethernet. Bon, voilà. C'est bien l'IoT, c'est bien le sans fil. Alors, je ne vais pas vous dire le contraire.
Mais le problème, et ça va être un peu le leitmotiv tout autour de cette présentation, hein, tout au long de cette présentation, pardon, c'est la formation. C'est la formation. Donc là, le retour d'expérience, on peut dire, on intègre des projets, on n'achète pas du matériel. Bah oui, la première chose peut-être à faire, c'est de regarder le milieu qui est très très important, surtout quand on est dans du sans fil. Les cages de Faraday, j'en passais des meilleurs. Et comme ça évite un investissement trop grand. Donc il y a des testeurs qui existent, des petits testeurs qui coûtent pas très cher. On regarde si ça fonctionne bien, et après on fait un investissement global. Donc on vous a déjà présenté 2 cas et donc ils vont redévelopper 2 nouveaux cas, donc des retours d'expérience. L'IA d'abord. Donc un autre cas qu'on a eu assez souvent dans le cas surtout de grands groupes en fait, hein, quand on va dans les usines de nos prospects, de nos clients, c'est qu'il y a déjà pas mal de capteurs qui sont déployés, des capteurs vision. Alors vous les connaissez, hein, c'est les grandes marques, Keyence, Cognex, des capteurs qui peuvent très bien fonctionner. Il n'y a pas de débat là-dessus. On a une belle présence à côté. Mais ce qu'on a souvent vu, en fait, c'est que ces capteurs étaient débranchés. C'était le cas chez un grand acteur de la cosmétique. On est arrivé dans le site chez eux et le mec nous dit bah oui, non, moi j'ai plein de capteurs, il n'y a pas de souci. Et en fait, on fait la visite et il s'aperçoit qu'il y a une bonne partie des capteurs qui sont débranchés. Et c'est un peu la surprise déjà pour lui, parce qu'en fait, ses équipes ne l'ont pas prévenu. Et en fait, ce qui se passe très réellement sur le terrain, c'est qu'un opérateur, il n'a pas le temps. Il a un boulot à faire, un boulot qui est souvent physiquement compliqué et souvent multitâche, on va dire. Et donc, si un capteur ne fonctionne pas, il ne va pas chercher à comprendre, il va le débrancher et c'est terminé, quoi. À partir de là, c'est soit le capteur fonctionnait correctement, soit il ne fonctionne pas et là, je l'enlève complètement. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'au final, enfin marrant, pour nous en tout cas, c'est que souvent, les responsables et managers ne sont potentiellement pas au courant de ces choses-là. Et donc en fait là, je vous fais la remarque pour des capteurs qu'on va dire standards. La remarque, elle peut être aussi applicable pour les solutions que nous on va déployer, les solutions qui sont basées sur l'IA. Il n'y a pas de discrimination là-dessus sur la technologie. La grosse question, c'est de dire, on met une technologie, mais est-ce qu'on la met, est-ce qu'il y a un vrai intérêt à la mettre? Est-ce que c'est la meilleure technologie adaptée? Et surtout, comment on va gérer les cas un peu complexes? Parce que c'est bien gentil une technologie la première fois qu'on va l'implémenter, la première semaine, le premier mois, les 6 premiers mois, tout va bien fonctionner. Et il va se trouver qu'au 6e mois, le fournisseur de l'industriel va changer légèrement sa formule, la manière de faire ses produits, et là, plus rien ne va fonctionner. Parce que le fond de ma boîte est potentiellement un peu changé. Il se trouve que je sais pas, ma conserve est plus trop ovale. Enfin voilà, il peut arriver plein de cas en fait. La production évolue, l'environnement évolue de l'industriel. La ligne de production, elle reste potentiellement pas statique. Et donc là, toute la question, ça va être de savoir comment est-ce qu'on va gérer ces cas-là. Et donc là, nous, le retour d'expérience, très concrètement, ça va être de vraiment réfléchir à la pertinence de la technologie. Évaluer, ok, ce prestataire va me proposer telle chose, tel capteur ou tel process, etc. Est-ce que dans 6 mois, je peux encore le contacter? Est-ce que dans 6 mois, moi, mes équipes sont formées pour potentiellement réadapter la technologie? Et ça, c'est un gros manque qu'on voit aujourd'hui, c'est que les gens sur le terrain ne sont pas formés, ni même à savoir ça se passe pas bien, il faut peut-être que j'aille remonter l'info, ou que peut-être je réentraîne mon algorithme, ou que je re-règle ma caméra. Il y a un gros manque sur la formation et la maintenance des technologies, et c'est ce qu'on observe tous les jours dans notre domaine. Merci. Un autre cas qui va encore une fois aussi mettre en évidence le manque de formation. J'achète de l'IoT, donc il y a des belles solutions, j'ai fait le tour du salon, là, des tout en un, c'est génial. Quand on les écoute, nos offreurs de solutions, et d'ailleurs ce sont des très bons offreurs de solutions, j'en mets pas sans doute, mais à des coûts qui ne sont pas faibles, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça a des coûts tout de suite élevés. Ce qui se passe, c'est que la plupart des entreprises, ils vont en faire appel à leurs, je dirais, prestataires habituels ou commerciaux habituels. Ils vont leur demander, j'ai ça, qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Ils vont dire, nous on a cette solution-là ou ce fournisseur-là qui va vous proposer quelque chose de tout intégré, c'est magique, on a un logiciel, on met les capteurs, on les jette même, il n'y a même pas besoin de les placer, et hop là, tout se fait tout seul. Alors ça, c'est la théorie, et puis on se rend compte que la pratique, c'est pas ça du tout. On se rend compte qu'ils achètent une grosse solution, la grosse Bertha, si j'oserais dire, avec un gros logiciel, plein de capteurs, etc. Mais après, on reçoit un beau colis, et on en fait quoi? Rien, parce que personne ne sait les paramétrer dans l'entreprise. Ou très peu de personnes.
Donc là, on en revient toujours au même problème, la formation. La formation, et là, je dirais, derrière, le POC, donc la preuve de concept. La preuve de concept, c'est pas cher, et ça peut vous rapporter gros. Clairement, soit vous le faites, si vous prenez par exemple, nous on a des apprentis, ils font ça tous les jours dans leurs entreprises, ils font un POC, ils valident, et ensuite, à la fin de ce POC, on va acheter des produits manufacturés à un certain coût, etc., avec une certaine durée de vie dans le temps intéressante, ce qui n'est pas forcément le cas lorsqu'on fait du POC pas cher, je suis d'accord. Mais aussi, on peut prendre un POC avec du produit manufacturé, on prend un seul capteur, et on essaye déjà. On essaye la solution, est-ce que c'est rentable, est-ce que ça marche, etc. Donc au niveau de la maintenance préventive, prédictive, je dirais, l'IoT a tout son sens, puisque c'est du one-shot généralement. Hein. Si vous faites un suivi, par exemple, d'une température, etc., sur un moteur, je donne un exemple tout bête, hein, exemple d'une entreprise, ils avaient des gros problèmes de moteur, ils ont mis des capteurs de température sur les moteurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite, avant la casse, ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème sur les convoyeurs qui faisaient fonctionner, que ces moteurs faisaient fonctionner. Pardon. Il y a eu un retour. Donc on a fait quoi? On a fait un arrêt programmé au lieu d'un fortuit. Et là, tout de suite, c'est du one-shot. Le capteur à 500 €, il a été amorti 10 fois. 10 fois. Parce que quand on a un fortuit sur cette ligne de production, il faut vider toute la ligne de production. Donc là, on perd déjà 2 heures. Alors que si on fait un arrêt programmé, ils l'ont fait pendant tout simplement un changement d'équipe. Voilà, ça n'a pas perdu de temps, ou très peu, et ça a coûté beaucoup moins cher. Oui, mais tu disais sur le POC, parce que comme on a travaillé ensemble, je me souviens du prix vraiment très très bas d'un capteur Arduino, une dizaine, quinzaine d'euros. Enfin voilà, on peut pour quelques centaines, voire moins, et pas forcément en se formant pendant des mois, parce qu'en fait il y a des vidéos en ligne ou des programmes e-learning, et on peut vite avoir des réponses, quoi. Donc ça, c'est un peu la synthèse de ce bêtisier, donc de l'expérience commune des offreurs de solutions. Donc il y a le tester avant, il y a le se former ou faire appel à des apprentis, à des prestats, et puis le côté long terme. Vous voulez peut-être conclure chacun? Dire au revoir à ton public? C'est ça. Non, c'est vrai que très généralement, on peut voir ça comme, comment dire, nous, on est de l'avis qu'il n'y a pas de choses magiques. Il n'y a pas de déploiement magique de solutions plug and play. Si on veut faire des choses dans la durée, il va nécessairement falloir à un moment donné s'intéresser dans le détail au fonctionnement de la technologie, se former du moins en surface au fonctionnement et à l'utilisation de cette technologie dans le temps. Et voilà, on ne veut pas décourager qui que ce soit de se lancer dans des projets, mais ça ne sera pas magique, il y a du temps à passer. Et c'est vrai que c'est pas, comment dire, on ne vous vend pas quelque chose le plus sexy du monde, hein, c'est clair. Mais pour nous, c'est l'approche un peu la plus pragmatique. C'est d'évaluer chaque technologie, de savoir, voilà, il y a des preuves de faisabilité, d'époque, savoir est-ce que ça va vraiment littéralement marcher sur mon cas d'application, et ensuite de les déployer à plus large échelle. C'est un temps qui peut paraître au début important, mais au final, l'investissement, comme vous l'avez souligné, hein, se retrouve très concrètement derrière, quoi. Oui, donc rapidement pour conclure, j'aimerais aussi ajouter un point. Il y a plein de professionnels qui font du conseil. N'hésitez pas à prendre un consultant. N'hésitez pas. C'est entre 1000 et 1500 la journée, voire 2000 € en fonction du consultant, mais on le retrouve très très vite. C'est amorti d'une façon très rapide, parce que ça évitera, comme si vous vous rappelez tout à l'heure, le premier exemple que je vous ai donné, d'investir massivement sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça, un consultant, en 3 secondes, il vous l'aurait dit, quoi. Voilà. Donc, le conseil, n'hésitez pas à prendre des consultants, et je me rappuie encore sur la formation. N'hésitez pas, il faut se former. Si vous n'êtes pas formé, ça ne marchera pas. On a terminé, donc vous pouvez nous retrouver au stand K22 ou vous, je sais pas votre numéro, mais juste à côté, voilà, ou en ligne. Merci à vous, bonne fin de journée.